Au dîner, maman se pencha par-dessus la table, le regard perçant et inflexible, et grogna. Ton succès ne compte pour rien. Anna est la seule fille qui compte. Mafreshat restify GNLR. Pendant des années, j'avais appris à ravaler mon amertume, à hocher poliment la tête tandis qu'ils idolâtraient Anna pour le moindre exploit. Mais ce soir-là, quelque chose en moi se brisa. Je posai ma fourchette, la regardai droit dans les yeux et dis « Alors tu vas voir, je te rai de la liste pour toujours. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon père fixait son assiette comme si ces mots ne lui étaient pas destinés. Anna souriait, savourant son statut de fille chérie. Il pensait que je resterais silencieuse comme toujours. Il pensait que je continuerais à jouer le rôle de la fille invisible. Mais que se passa-t-il ensuite? Cela ne se contenta pas d'ébranler leur image parfaite de la famille. Cela la réduisit en cendres. Grandir chez moi, c'était comme jouer à un jeu où les règles étaient toujours truquées contre moi. Aussi loin que je me souvienne, Anna était le soleil de notre famille, et je n'étais qu'une ombre condamnée à graviter autour de sa lumière. Le moindre de ses exploits était perçu comme un miracle, tandis que mes réussites passaient inaperçues. À 9 ans, j'ai gagné le concours d'orthographe à l'école. Je suis rentrée à la maison rayonnante, serrant mon petit trophée en plastique comme s'il était en or. Mon père a à peine levé les yeux de son magazine avant de dire « C'est bien, ma chérie ». La même semaine, Anna a peint un arc-en-ciel de travers en cours d'art plastique. Ma mère l'a encadré, l'a accroché au salon et a invité les voisins à admirer le talent d'Anna. Je me souviens encore de ce moment où je suis restée plantée là, à contempler ce tableau, avec l'impression que ma propre victoire s'était déjà évaporée. Les anniversaires, c'était la même chose. Pour moi, c'était toujours des vêtements pratiques, une taille trop grande, des fournitures scolaires, un billet de 20 $ glissé dans une carte sans y penser. Les anniversaires d'Anna, par contre. Des ballons, des gâteaux décorés selon ses thèmes préférés et des cadeaux hors de prix qu'elle n'avait même pas demandé. J'ai eu un vélo d'occasion à 13 ans. Anna, elle, a eu un ordinateur portable flambant neuf à 10 ans. Et chaque fois que j'osais poser des questions, la réponse de maman était toujours la même. Elle est spéciale, Sophia. Ne sois pas jalouse. Même en travaillant plus, ce n'était jamais assez. J'avais d'excellentes notes année après année. La seule réponse, un « bon travail », à moitié dit, avant que la conversation ne revienne au potentiel d'Anna quand elle s'en sortait de justesse avec un C. Mes parents lui ont organisé une fête pizza pour célébrer ses efforts. C'était absurde, comme si j'étais punie de ne pas avoir besoin de leur aide. Ce favoritisme était non seulement flagrant, mais étouffant. Lors des repas de famille, les proches demandaient des nouvelles de l'école ou du sport, et mes parents rayonnaient en parlant du récital de ballet d'Anna ou de ses qualités de leader dans les projets de groupe. J'étais là, invisible, à mâcher ma nourriture pendant qu'ils vantaient les mérites de ma sœur comme si elle était promise à un brillant avenir. Le pire, c'est que, au fond de moi, je désirais tellement leur approbation que ça me faisait souffrir. Je me disais que si je travaillais plus dur, si je réussissais davantage, peut-être qu'ils finiraient par me voir comme ils la voyaient. Mais peu importe le nombre de médailles que je gagnais, le nombre d'examens que je réussissais brillamment, ou le nombre d'heures que je faisais à mon travail à temps partiel, je restais la fille de second rang, celle qu'ils pouvaient ignorer parce que je me débrouillerais toute seule. C'est comme ça que j'ai grandi. On m'a appris à croire qu'Anna était la star. Et que j'avais juste de la chance d'être dans son orbite. Mais en grandissant, j'ai commencé à réaliser quelque chose de dangereux. Être ignoré me donnait la liberté, et la liberté signifiait que je pouvais construire quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus inarrêtable qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. À 15 ans, les différences entre Anna et moi n'étaient pas seulement évidentes, elles étaient douloureuses. C'est cette année-là que j'ai trouvé mon premier emploi à temps partiel dans un restaurant du quartier, à nettoyer les tables et à servir le café pour les pourboires. Je voulais mon propre argent car je savais déjà que demander quoi que ce soit à mes parents signifiait entendre. On est à court d'argent ce mois-ci, suivi de l'arrivée d'Anna avec une nouvelle paire de baskets de marque. Je me souviens d'avoir économisé pendant 3 mois juste pour m'acheter un téléphone d'occasion. Chaque heure supplémentaire, chaque dollar de pourboire, je le mettais de côté dans une enveloppe sous mon matelas. Le jour où je l'ai enfin acheté, je me sentais invincible. Au même moment, Anna se plaignait que sa coque de téléphone ne soit pas assortie à ses vêtements. 2 jours plus tard, ma mère l'emmenait faire du shopping pour lui acheter le dernier iPhone et une douzaine d'accessoires. C'était la même chose pour l'école. Je devais postuler seule aux bourses et veiller tard pour rédiger des dissertations et vérifier 2 fois les formulaires d'aide financière. Le seul conseil de mon père, ne t'attends pas à trop d'aide, Sophia. Les études supérieures coûtent cher. Mais quand Anna a décidé d'aller dans une école d'art privée avec des frais de scolarité de 40 $, mes parents n'ont pas hésité. Ils ont contracté un prêt, engagé quelqu'un pour l'aider dans ses démarches et lui ont dit «
Ne t'inquiète pas, ma chérie. On s'en occupe. Et ils l'ont fait. Ils ont tout pris en charge, ses études, sa voiture, ses vêtements, même l'essence. À mes 16 ans, j'ai réussi à économiser suffisamment grâce à mes tickets restaurants pour m'acheter une Toyota d'occasion avec 466 000 km au compteur. Je me souviens encore de la ramener à la maison, fière comme un paon, même si le pot d'échappement faisait un bruit de ferraille. Un mois plus tard, pour les 16 ans d'Anna, ils lui ont fait la surprise d'une Jeep flambant neuve, décorée d'un énorme ruban rouge. Les photos se sont retrouvées sur Facebook. Ma Toyota. Je l'ai garée plus loin dans la rue pour ne pas entendre les rires des copines d'Anna. Le pire, ce n'était pas les cadeaux. C'était la réaction de mes parents à nos choix. Quand je travaillais tard, rentrais épuisée et avait d'excellentes notes, ils me traitaient d'indépendante, comme si c'était une façon polie de dire que je n'avais pas besoin de leur soutien. Quand Anna séchait les cours, changeait 3 fois de filière ou se plaignait du stress de sa vie, ils se pliaient en 4 pour la sauver. Parfois, je me demandais s'ils se rendaient compte de ce qu'ils nous enseignaient. Pour moi, il fallait se battre pour tout. Ne rien attendre et faire ses preuves sans cesse. Pour Anna, le monde finirait toujours par la rattraper, peu importe le nombre de fois où elle tombait. Et peut-être, d'une manière paradoxale, ce déséquilibre nous a-t-il façonnés toutes les deux à la perfection. Anna a appris à faire confiance. J'ai appris à survivre. Elle était leur enfant chéri, parfaite en apparence mais vide intérieurement. J'étais l'invisible, développant discrètement la résilience nécessaire pour les surpasser tous. Une fois à l'université, je pensais que les choses allaient enfin changer. J'étais sur la liste d'honneur du doyen chaque semestre, jonglant avec 2 emplois à temps partiel, et je parvenais malgré tout à maintenir une moyenne générale quasi parfaite. Les professeurs me félicitaient. Mes camarades me demandaient de l'aide pour leurs devoirs. Et j'espérais que peut-être, juste peut-être, mes parents le remarqueraient. Ils ne l'ont pas fait. Quand j'ai appelé à la maison pour annoncer que j'avais décroché un stage très sélectif dans une entreprise réputée, la réaction de ma mère a été tellement désinvolte que ça m'a blessée. « C'est Johnny, Sophia. Tu as entendu dire qu'Anna organisait une collecte de fonds pour son école? Tout le monde dit qu'elle a un don pour le leadership. » Je suis restée plantée là, le téléphone à la main, me demandant comment de simples gâteaux pour une collecte de fonds pourraient bien éclipser les heures que j'avais passées à faire mes preuves. À chaque réussite, le même scénario se répétait. Je ramenais à la maison des prix, des certificats, des recommandations dithyrambiques. Mes parents hochaient la tête, esquissaient un sourire, puis se tournaient aussitôt vers Anna. Quand elle réussissait un cours alors qu'elle était à 2 doigts de l'échec, ils réagissaient comme si elle avait gagné un prix Nobel. Quand elle peignait une fresque pour le café d'une amie, ils organisaient un dîner de famille pour célébrer son talent artistique. C'était non seulement décevant, mais aussi humiliant. Je me souviens d'un dîner de Noël où des proches m'ont demandé comment j'allais. J'ai commencé à parler du stage, des vrais projets sur lesquels on me confiait du travail, et mon père m'a interrompu en plein milieu de ma phrase. « Mais avez-vous vu les créations d'Anna? Elle a un véritable don pour l'esthétique. » Tous les regards étaient tournés vers Anna, et moi, de nouveau invisible, je piquais mes pommes de terre froides avec ma fourchette. Le message était clair. Peu importe mes efforts, mon succès n'était qu'un bruit de fond comparé aux mises en scène théâtrales d'Anna. Il ne voulait rien entendre de mes rapports financiers ni de mes présentations clients. Il voulait du clinquant, des applaudissements, et une scène où Anna pourrait briller, même si ce n'était qu'une performance sans substance. Et voici la dure réalité. Plus il m'ignorait, plus je devenais déterminée. Chaque refus attisait ma détermination. J'ai cessé de rechercher leur approbation et j'ai commencé à poursuivre quelque chose de plus grand. L'idée qu'un jour mon succès serait si indéniable, si retentissant, qu'il ne pourrait plus l'ignorer, même en essayant. Mais j'étais toujours cette fille assise à table, observant mes parents rayonner devant Anna comme si elle portait l'héritage familial, tandis que je portais en silence le poids de la construction de mon propre avenir. Ils étaient loin de se douter que leur négligence me forgeait un caractère auquel ils ne seraient jamais prêts à faire face. Le jour de la remise des diplômes était censé être l'un des plus beaux jours de ma vie. J'avais passé des nuits blanches à travailler d'arrache-pied. 4 années de nuits blanches, de dissertations peaufinées jusqu'à l'aube, et de week-ends sacrifiés à des petits boulots pour pouvoir payer mes livres et mon loyer. J'avais enfin mérité mon cordon d'honneur, ma toque et ma robe impeccablement repassées, et j'avais réservé 3 places au premier rang pour les personnes qui comptaient le plus pour moi, ma mère, mon père et ma sœur Anna. Je les avais appelés la semaine précédente pour leur rappeler le programme, je leur avais même envoyé les informations pour se garer. Maman m'avait répondu, « Bien sûr, ma chérie. On ne raterait ça pour rien au monde. » Je la croyais. Ce matin-là, alors que j'attendais dans la salle de spectacle, mon téléphone vibra. C'était un SMS de maman. « Je ne peux pas venir aujourd'hui, ma chérie. Anna a rendez-vous avec un investisseur potentiel. »
Ça pourrait être crucial pour son avenir. On fêtera ta remise de diplôme plus tard. Tellement fier de nos 2 filles qui réussissent. Axo. Je l'ai lu 3 fois, le cœur serré à chaque mot. La rencontre d'Anna avec une jeune entrepreneuse pour un café était plus importante que de me voir traverser la scène après des années de dur labeur. Quand mon nom a été appelé, je suis monté sur scène et j'ai balayé l'assistance du regard. Les familles applaudissaient, agitaient des ballons, tenaient des bouquets et versaient des larmes de fierté. Et les 3 chaises vides que j'avais réservées sont restées vides. Pas d'applaudissements, pas de sourires, pas de fleurs, juste le vide. Un douloureux rappel de ma solitude. Le doyen m'a serré la main et a murmuré. « Félicitations, Sophia. Excellent travail. » J'ai forcé un sourire pour la photo, mais intérieurement, je me sentais vide. J'avais envie de quitter la scène en courant, d'arracher ma toque et ma robe de diplômé et de crier que tout cela n'avait aucune importance si les gens que j'aimais refusaient de s'intéresser à moi. Après, je suis resté dehors, mon diplôme à la main, à regarder mes camarades rire et embrasser leur famille, des images insolites qui orneraient les murs de leur salon pendant des années. Je me suis éclipsé discrètement, je suis monté dans ma vieille Toyota rouillée et je suis rentré chez moi avec mon diplôme sur le siège passager. Cela ressemblait plus à un ruban qu'à la Prève-du sang, de la sueur et des larmes que c'était réellement. Ce trajet en voiture pour rentrer chez moi m'a transformé. Quelque part entre le parking désert et mon appartement solitaire, j'ai compris que je ne pouvais plus attendre une confirmation qui ne viendrait jamais. Mes parents avaient fait leur choix. Anna était leur héritage. J'étais leur pensée de dernière minute. Alors j'ai fait un choix, moi aussi. À partir de ce jour, j'ai décidé de vivre pour moi, et non pour eux. Je me construirais un avenir si solide, si incontestable, que lorsqu'ils se retourneraient enfin vers moi, il serait déjà trop tard. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai réduit les contacts au strict minimum. Plus d'appels hebdomadaires, plus de visites pour les fêtes, plus aucune tentative désespérée de les rendre fiers. Au lieu de cela, j'ai consacré toute mon énergie à construire ma propre vie. Au début, c'était terrible. Je travaillais 60, parfois 70 heures par semaine, à mon poste de débutant. Je passais mes nuits à étudier l'économie, la finance et l'immobilier en autodidacte. Mon appartement était si vide qu'il semblait provisoire. Un matelas à même le sol, une chaise pliante en guise de bureau et un ordinateur portable d'occasion qui surchauffait dès que j'ouvrais plus de 2 onglets. Le dîner se résumait souvent à des ramen ou des sandwichs au beurre de cacahuètes. Pendant qu'Anna sirotait des lattes et publiait des photos depuis les bars sur les toits, je me plongeais dans mes tableurs et analysais les tendances du marché jusqu'à 2 heures du matin. Mon premier gros risque est survenu 6 mois plus tard, un duplex délabré en périphérie de la ville. J'ai rassemblé jusqu'au dernier centime de mes économies, 12 livres sterling, et contracté un prêt immobilier à taux d'intérêt exorbitant pour le reste. L'endroit était un désastre, peinture écaillée, canalisation cassée et une installation électrique plus vieille que moi. Des artisans proposaient de faire les réparations que je ne pouvais pas me permettre, alors j'ai appris à tout faire moi-même. Mes week-ends se passaient à regarder des tutoriels YouTube en fond sonore, à reboucher les plaques de plâtre, à poser du parquet et à chercher comment remplacer des toilettes sans inonder la salle de bain. J'avais mal aux mains, au dos, et parfois, j'étais tellement épuisé que je pleurais. Mais chaque clou enfoncé me donnait l'impression de reconstruire plus d'une maison. Je me reconstruisais moi-même. Ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Mes premiers locataires ont cessé de payer leur loyer au bout de 4 mois. Et quand j'ai enfin réussi à les faire partir, l'appartement était dans un état lamentable. J'ai perdu des milliers de dollars en réparation. Mais j'ai aussi appris des leçons qu'aucune salle de classe n'aurait pu m'enseigner. Comment sélectionner les locataires, comment gérer un bien immobilier, comment surmonter les difficultés sans y emménager. À la fin de cette année-là, le duplex était enfin stable. Pour la première fois, j'avais un revenu passif de quelques centaines de dollars par mois, mais il était à moi. La preuve que mon sacrifice portait ses fruits. J'ai réinvesti chaque centime. Pas de vacances, pas de folie, juste de la discipline et de la concentration. Pendant ce temps, ma famille ne s'en est presque pas rendu compte. Les rares fois où je lui rendais visite, la conversation revenait toujours à Anna, à ses expositions d'art, à ses événements de réseautage, à ses idées brillantes. Quand j'évoquais l'achat d'un bien immobilier, la réaction de ma mère était dédaigneuse. « C'est gentil, Sophia. Avez-vous entendu les réflexions d'Anna sur son projet de créer un studio de design ?» J'ai cessé d'attendre des applaudissements. Je n'en avais plus besoin. Chaque nuit blanche, chaque éraflure, chaque dollar réinvesti devenait ma propre victoire. Je ne construisais pas pour eux. Je construisais malgré eux. Et tandis qu'ils s'accrochaient à l'illusion d'un avenir radieux pour Anna, je posais les fondations d'une réalité qui, un jour, les laisserait sans voix et peinerait à suivre. À 26 ans, je possédais 3 biens locatifs.
Ils n'avaient rien de luxueux, mais ils étaient solides, tous autant qu'ils étaient, et ils généraient un flux de trésorerie positif qui faisait fructifier mes économies mois après mois. J'avais appris à refinancer intelligemment, à négocier avec les entrepreneurs et à... C'est incroyable. On devrait fêter ça en famille. Appelle-moi Hit. Ridicule. Pendant des années, ils m'avaient ignoré. Et là, d'un coup, j'étais l'enfant miracle. Je les ai ignorés pendant des semaines, laissant leur désespoir mijoter. Mais quand j'ai finalement accepté de dîner avec eux, la vérité a vite éclaté. Ils n'étaient pas là pour me fêter. Ils étaient au bord du gouffre. L'entreprise de papa avait fait faillite, croulant sous les dettes. Les dépenses de maman étaient devenues incontrôlables. Carte de crédit à découvert, prêts impayés. Et Anna, qui n'avait pas travaillé depuis des mois, vivait toujours chez ses parents, dilapidant le peu d'argent qui leur restait. D'abord, ils ont tenté le coup des parents fiers. On a toujours su que tu réussirais, Sophia, a murmuré maman, un sourire forcé. Papa a renchéri, ta mère a raison. On ne pourrait pas être plus fier. Puis, comme dans l'émission Q, Anna a poussé son ordinateur portable sur la table, une présentation PowerPoint visiblement improvisée à la hâte. J'ai une idée, a-t-elle dit. Si on combine ton entreprise avec ma marque créative, on peut dominer le marché. Tu t'occupes de l'argent, je m'occupe de l'image. J'ai failli éclater de rire, mais le masque est tombé aussitôt. La voix de papa s'est brisée lorsqu'il a avoué. On est dans une situation critique. La banque nous a envoyé un avis de saisie. Il nous faut 160 € pour sauver la maison. Sophia, tu es notre seul espoir. Maman a pris ma main, les yeux brillants de larmes de crocodile. S'il te plaît, ma chérie, on a fait des erreurs, mais la famille reste unie. Tu ne nous laisserais pas tout perdre, n'est-ce pas? Anna se pencha en avant, son sourire remplacé par une panique viscérale. Sophia, si tu nous aides, je travaillerai gratuitement pour toi. Je te prouverai que je peux être à la hauteur. Je me redressai, le cœur battant la chamade, mais pas de pitié. Pour la première fois, je comprenais clairement qu'ils avaient besoin de moi plus que je n'avais jamais eu besoin d'eux, et je savais exactement comment réagir. Je les observais tous les trois de l'autre côté de la table, mes parents blêmes de peur. Anna se tordait les mains comme une enfant sur le point d'être grondée. Un instant, je faillis laisser parler l'ancienne moi. La fille en quête de reconnaissance, prête à se sacrifier pour un soupçon de considération. Mais cette fille n'était plus. Je me penchai en avant, la voix calme mais ferme. Vous souvenez-vous de ma remise de diplôme? Demandai-je. Quand je vous avais réservé des places au premier rang et que vous avez séché parce qu'Anna avait rendez-vous avec un investisseur. Vous souvenez-vous m'avoir dit que ma réussite n'avait aucune importance? Que Anna était la seule fille qui comptait? Maman pâlit. Papa fixate la table. Anna murmura. C'était différent. Non, elle interrompit. Ce n'était pas différent. Tu as fait ton choix il y a des années. Tu as investi en elle, et maintenant, ton investissement a échoué. Silence. Juste le cliquetis découvert lorsqu'un serveur remplit nos verres d'eau, complètement indifférent à la tempête qui grondait à notre table. Maman tenta à nouveau, la voix tremblante. On va rembourser avec les intérêts. On va signer le contrat pour la maison. Anna Travailer pour toi. N'importe quoi, Sophia. Ne perdons pas tout. Mais j'en avais assez de négocier avec des fantômes. Le moment de gagner ma vie, c'était quand j'avais bâti tout ça à partir de rien. Tu as ri. Tu aimes à ignorer. Tu veux te joindre à moi maintenant? C'est trop tard. Je me suis levé, j'ai posé quelques billets sur la table pour mon repas et je suis sorti, les laissant figés, incrédules. Des semaines plus tard, je suis passé devant leur ancienne maison en voiture. Une étiquette jaune vive d'avis de saisie était collée sur la porte. Le jardin, autrefois si bien entretenu, était envahi par la végétation. Dehors, Anna chargeait des cartons dans le vieux camion de papa. La Jeep avait disparu depuis longtemps, saisie. Mes parents traînaient les pieds comme des fantômes, le visage marqué par l'épuisement. Pour la première fois de ma vie, ils me paraissaient si petits. Au même moment, j'emménageais dans ma nouvelle maison, une demeure moderne de 84 mètres carrés avec des baies vitrées donnant sur la ville, une piscine dans le jardin et suffisamment d'espace pour respirer librement. Mon bureau surplombait l'horizon, d'où je gérais mon portefeuille immobilier en pleine expansion. Dans le garage trônait une Porsche noire rutilante, achetée comptant, une récompense que je m'offrais pour toutes ces nuits de galère qu'ils n'avaient jamais vues. Parfois, des emails de maman arrivent au compte-gouttes dans ma boîte de réception, provenant de nouveaux comptes, des pages d'excuses, des promesses de changement, des supplications pour une dernière chance. Je ne réponds pas. Papa s'est même présenté à mon bureau une fois, l'air plus maigre, plus vieux et brisé. Des agents de sécurité l'ont escorté hors de la maison avant qu'il n'atteigne mon bureau. Et Anna,
Elle travaille à temps partiel dans une boutique de loisirs créatifs, gagne le salaire minimum et publie des citations inspirantes sur la quête de soi sur Instagram. Je ne souris pas avec cruauté, je souris avec liberté. Ils ont choisi de bâtir leur monde autour d'une fille modèle. Ils m'ont laissé devenir invisible. Et maintenant, j'ai construit un monde où leur absence n'a aucune importance. Ils ont toujours dit que ma réussite ne signifiait rien. Il s'avère qu'elle en a, car c'est la seule chose qu'ils ne pourront jamais me prendre.